J'ai dit, qu'est-ce qui te fait autant peur, Annabelle? Le rejet. Eh ben, tu peux pas arrêter de travailler tant que t'as pas pris 3 vestes, 3 portes, 3 vents. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé. Bonjour et bienvenue. Je reçois aujourd'hui Annabelle Roberts. Bonjour. Vous êtes la bienvenue sur Beurre FM. Maman de 3 enfants, entrepreneur, vous dirigez une boîte de communication spécialisée dans la prise de parole en public, initiatrice des soirées Mortified que vous avez importées en France, un programme embarrassant. Oui. Share the same, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire partager votre honte. Donc Mortified, c'est une soirée où on loue un théâtre parisien, et on remplit un théâtre parisien, et des gens à peu près normaux, comme vous, comme moi, comme vos amis, etc. Nous, on est à peu près normaux, ça je vous rassure, à peu Annabelle. Près, je pense qu'on rentre dans la courbe. Hein. Mais, et ils lisent leur journal intime d'adolescents. Ils lisent des poèmes qu'ils ont écrits quand ils avaient 12 ans. Et je ne sais pas si vous êtes papa d'ado. Oui, ils sont plus qu'ados, vous voyez. Ok, très bien. Mais un adolescent... Qu'est-ce que ça peut être con parfois en fait. Et on écrit des trucs mais monstrueux. Mais pareil, je vous donne un exemple. On a quelqu'un qui a passé sur la scène de Mortified, Thomas, adorable, qui a toujours été très affecté par les maux du monde, des choses qui vont pas dans ce monde. C'est un hypersensible. Et à l'âge d'11 ans, 12 ans, il a écrit des poèmes sur le sida, sur... les guerres, sur des camps de réfugiés, mais des trucs, mais des poèmes. Et c'est très très drôle. Mais les adolescents sont concernés par les thèmes d'actualité, par le monde en mouvement. Bien sûr. Alors vous avez importé aussi d'autres soirées. Hein. Il y a Toast Challenge, c'est quoi ça? Alors ça, on a plutôt inventé. Ah, c'est vous qui l'avez inventé. Exact. Donc, qui disent prise de parole en public, disent éloquence. Mais moi, je trouve que des concours d'éloquence en France sont secs, ennuyeux, vieux, élitistes. On peut mieux faire, ok? La prise de parole et la possibilité de bien exprimer ses pensées, ça change votre vie, ça améliore votre vie, ça booste vos chances pour avoir une bonne carrière, etc. Peu importe votre milieu. Et donc, on voulait créer une soirée où des gens peuvent apprendre la prise de parole en fun, avec un verre à la main, en démocratie, et vraiment avoir quelques savoir-faire et feedback dans la prise de parole dans un environnement décontracté. Alors, vous avez créé également un label qui s'appelle Certifié Sympa. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous publiez La théorie de la veste aux éditions Flammarion. LTDLV pour ceux qui veulent aller plus vite. C'est un acronyme qui ne veut rien dire du tout, donc ça sert à rien. C'est une méthode que vous avez élaborée pour vous. D'ailleurs, La théorie de la veste est née dans une buanderie. Dans votre buanderie. Dans ma buanderie. Donc, c'est en se rendant compte, il y a quelques années, que je ne supportais mal un patron et que j'étais en fait entrepreneuse dans mon âme, que je me suis dit, allez, je me lance dans l'aventure, mais tant que vous n'avez pas de clients, c'est une loisir que vous avez en fait. C'est comme du tricot. Hein. C'est des clients qui font en sorte que vous êtes entrepreneur. Et en cherchant des clients, j'avais peur d'appeler ma réseau, j'avais peur d'appeler tout le monde. Parce que je me suis dit, mais... Ma réseau. Vous êtes un petit peu la Jane Birkin du... Je ne sais pas si vous connaissez Jane Birkin. Ah ben bien sûr, voilà, of course I do. C'est un peu la Jane Birkin de la prise de parole en public. Ouais. Mais heureusement que j'ai pu travailler avec mon coach en écriture, Olivia, qui m'a aidé à avoir ça dans un français à peu près correct. Hein. Mais j'étais dans ma buanderie, j'avais peur de rappeler ma réseau, et par peur qu'ils me disent « Mais vous êtes qui? Pourquoi vous m'appelez ?» Attendez, vous avez un cabinet, mais qui sont vos références? Et je serais obligée de dire, vous serez la première. C'est honteux. Moi, j'ai considéré ça comme honteux. Et donc, je le faisais pas. Par peur du rejet, par peur du honte. Et au bout de quelques jours comme ça, où je payais les babysitters, où chaque jour, je jouais à l'entrepreneuriat toute seule dans ma buanderie, c'est quand même la loose. J'ai dit, non, ça suffit. Stop les bêtises. Qu'est-ce qui te fait autant peur, Annabelle? Le rejet. Eh ben, tu peux pas arrêter de travailler tant que t'as pas pris 3 vestes, tant que t'as pas pris 3 portes, 3 vents. 3 râteaux, on dit en français. 3 râteaux, exactement.
Et là, j'ai commencé et en fait, j'ai passé des coups de fil. C'était pas des râteaux, c'était des meetings. Je continuais. Les gens, ils me donnaient des rendez-vous commerciaux, mais ça sera avec plaisir. Mais justement, c'est ça ce qu'il me faut. Ah, mais nos équipes ne savent pas raconter une histoire, faire une belle présentation, mais ça sera avec plaisir et tout. Et donc là, j'ai appris ce qui était le début de la théorie de la veste. Pour réussir, fixez-vous un quota de vestes. Tous les jours, tous les semaines, tous les mois, ça dépend de votre métier. Donc, des vestes, ce sont des refus en fait. Ce sont des refus. C'est quelqu'un qui vous dit non. Non, voilà. Okay. Un exemple, on a une assistante de direction dans une maison de luxe qui pratique la théorie de la veste et elle n'est pas dans la vente, elle n'est pas dans les RH, elle n'a pas besoin de prendre beaucoup de vestes pour faire rentrer des gens chez elle. Donc, elle a un quota de vestes spécial. Chaque fois qu'elle appelait le numéro spécifique de voyage pour son patron pour booker des voyages, elle demande un upgrade gratuit. Et elle a des vestes. Ceci dit, en 2019, son patron a voyagé en première classe 2 fois, upgrade gratuit. Et il l'a dit, mais merci tellement. Et quand elle m'a raconté l'histoire, elle m'a dit non seulement ça, mais ça me donne confiance en moi, ça me donne la pêche. Parce que quand je les appelle, la dame au bout du fil, elle dit, ah, c'est vous, Madame Upgrade. Ah, mais j'en ai entendu parler de vous. Vous êtes tellement courageuse, mais c'est génial. Cette fois-ci, c'est non, hein. Mais en tout cas, on vous trouve génial. Donc, ça lui donne la punch, la peps de remplir son quota de veste. Et elle sait que parfois, ça fonctionne. Et parfois, ça fonctionne. Voilà. Et son patron était ravi. Bien. D'où vient votre accent ? Alors, moi, je suis anglophone, canadienne. Donc, parfois, les Français, ils ont l'idée dans la tête que tous les Canadiennes sont québécois. Mais en fait, on est à peu près 10 millions Québécois au Québec. Hein. Le reste des gens, leur première langue, c'est l'anglais, comme moi. Donc, parfois, les gens pensent que je suis américaine. Donc, les Canadiennes anglophones, c'est un peu comme les Américaines, sauf que nous, on donne un sécu et il n'y a pas tout le monde qui a une flingue dans la poche, quoi. Dans votre première pratique de la théorie de la veste, vous appelez chez Chanel, vous appelez la directrice de la communication de Chanel. Alors, ce qui m'intrigue, c'est qu'elle vous prend au téléphone la première fois. Ça a l'air très simple quand même finalement. Parce que vous regardez sur les pages blanches, Chanel Paris, vous composez le numéro du standard. Allô, je voudrais parler à Madame la directrice de la communication. J'élabore 3 précisions. La première précision, c'est que l'identité de cette femme, dont son poste, ce qui est écrit sur sa carte de visite, a été changé histoire de protéger les innocents. Ça, c'est un premier truc. Le deuxième chose... Dans votre livre, vous voulez dire ? Oui. D'accord, bon. Le deuxième chose, c'est que j'ai tapé Chanel siège en Google. Je suis tombée sur un 01. J'en étais sûre que ça serait une veste et je pourrais remplir ma quota de veste pour ce journée-là. Donc, j'appelle le 01 qui est en effet un standard. Bring, bring. Chanel, bonjour. Je ne vous dis pas quelle branche, quel BU, quel etc. Si vous êtes rue Cambon, vous êtes au siège. Hein. Il y a plein de sièges. Parce qu'ils ont plein d'activités, Chanel. Ils font des lunettes, ils font des rouges à lèvres, etc. Okay. Et je dis, j'aimerais bien que vous me passez tel titre. J'en étais sûre que ce sera une veste. Okay. Elle me dit, très bien, je vous le passe. Panique totale. Parce que là, je suis là, genre, oh là là, qu'est-ce que je vais dire? Ok. Je dis, non, mais c'est pas grave, ça va sonner, elle va pas répondre. Elle va voir que c'est un numéro qu'elle ne connaît pas, Ting, ting, elle répond. Et c'est là où j'ai pris la veste monumentale. Donc, même jusqu'à aujourd'hui, ça reste un des plus douloureux. Alors, vous lâchez pas l'affaire. Ensuite, vous lui envoyez un courrier par la poste. Yes. Vous lui envoyez un ballon rose pour la Saint-Valentin. Oui. Et plein d'autres choses. Pas de réponse ? Non, silence radio. Et un cactus quelques mois plus tard. Moi, je sais pas comment je l'aurais pris, le cactus, mais vous avez envoyé un petit mot très gentil qui était toute rose, tout mimi, avec ma photo, comme ça, smiley, en disant « mais je ne pique pas, vous savez, lol ». Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la paramètre mignon, d'accord ? Donc, une tentative de veste ne doit, dans aucun cas, abîmer votre réputation. Donc, si j'envoie le cactus comme ça, en disant « ça m'a fait penser à vous », okay, ça abîme votre réputation, c'est pas bon. Okay. Mais si je l'envoie avec la petite blague et le smiley, et elle le sait que je suis commerciale, voilà, ça abîme pas ma réputation. Et en effet, le jour où j'ai rencontré sa remplaçante, parce que j'ai jamais pu rencontrer cette dame, j'ai remplacé quelqu'un qui a pris sa poste après qu'elle a pris une autre poste, elle m'a dit « Oh, mais quand elle m'a raconté votre histoire, la première prestataire que j'ai appelée, c'était vous. » Voilà.
Est-ce que vous aviez compris, parce que vous expliquez que finalement, vous dites qu'il ne faut pas être lourd, parce que ça c'est important. Ça marche également pour les gens qui cherchent du travail, ou voilà, si vous voulez parler à quelqu'un d'important, ou l'âme sœur. Hein. La technique de la théorie de la veste s'applique un petit peu partout dans la vie. Est-ce que vous avez compris pourquoi ça n'avait pas fonctionné avec elle? Parce que j'étais nouvelle. J'ai dit, la première fois qu'on couche avec quelqu'un, on va pas forcément éteindre le meilleur orgasme de leur life. Hein. C'est comme ça. Hein. C'était la première fois, j'étais nouvelle, je ne savais pas ce que je faisais, j'avais pas fait mes recherches sur le rejet, j'avais pas fait mes recherches sur la confiance en soi. Donc, c'est... Ce que vous expliquez, c'est que quand on veut quelque chose, il y a quand même une variable à prendre en compte, c'est le personal win de votre interlocuteur. Exact. Donc, il faut faire comme ses devoirs avant. Quand on appelle quelqu'un, surtout qui est directeur de la communication quelque part, il faut savoir ce qu'il aime, ce qu'il fait. C'est ça. Il faut enquêter. C'est ça. Donc, une tentative de veste, c'est pas juste loser dans tous les sens, parce que ça, c'est de la lose. Une tentative de veste, une bonne tentative de veste, il y a 3 critères. Le premier, c'est que vous êtes sûr, quasi sûr que c'est une veste. Ok, donc maintenant on a sympathisé un peu. Une semaine plus tard, si je vous dis ça vous dit de boire un café, ok, c'est pas une bonne tentative de veste parce que je sais qu'il y a une chance que ce soit oui. Que ça soit oui. Ok. Donc le deuxième critère, c'est que il doit dans aucun cas abîmer votre réputation. D'accord? Donc, il faut que vous employiez la paramètre mignon. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Exact. C'est un peu péjoratif en France, mignon. Hein. Je sais. Et ce que j'ai dit dans le bouquin, c'est que mignon, d'habitude, c'est ce qu'on dit... c'est ce qu'on dit à quelqu'un qui nous embête. Ah, mais vous êtes mignon, vous. Ou c'est plutôt quelque chose qui parle des chats et des arcs-en-ciel et des chiots en panier et tout. Ou des bébés, trop mignons. Voilà, trop mignons. Ouais. Mais c'est vraiment ça le mot, parce que si vous dites « ma demande doit être en quelque sorte mignon », vous n'allez pas être lourd. Okay? Et la troisième critère pour une bonne tentative de veste, c'est que si jamais ça se trouve que c'est oui, ça vous avance vers ce qui est votre ambition. Que ça soit trouver l'âme sœur, que ça soit avoir une promotion, que ça soit avoir un nouvel job, avoir un rendez-vous, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on doit préparer ces tentatives de veste. On ne prend pas un annuaire téléphonique et on appelle les gens d'enfiler. Non, ça n'a aucun sens. La théorie de la veste était inventée pour des gens qui ont une ambition. D'accord? Et si vous voulez avancer, pour revenir à votre point du personal win, qu'on n'a pas vraiment trouvé de bonne traduction en français, c'est pour ça qu'il reste en anglais, c'est qu'il faut prendre du temps pour réfléchir à l'autre et qu'est-ce qui motive l'autre. Donc pour moi, un des métiers les plus nobles qui existent, c'est de la vente. Moi, j'adore la vente. Moi, je trouve que c'est tellement dommage que les gens, s'ils sortent d'une école de business et ils se trouvent dans la vente, c'est la honte, ils ont un peu échoué quand même. Mais c'est tellement dur. Mais c'est tellement dur, mais c'est tellement la nerf de la guerre, c'est tellement la moteur de notre économie. Okay? Et donc, la vente, en quelque sorte, c'est juste trouver la motivation de l'autre. Qu'est-ce qui le motive? Et il y a des motivations qu'on dit et il y a des motivations qu'on ne dit pas. Okay. Quelqu'un qui veut être président de la République, on lui demande « mais qu'est-ce qui vous motive ?»« Mais j'en ai besoin de changer ce pays, quelqu'un doit le prendre en main, c'est pas la France de mon enfance, il faut qu'on retrouve la bonne France. » Peu importe ce qu'il dit, ce que c'est la motivation, mais la motivation qu'on ne dit pas, c'est que je vais être le gars le plus puissant du pays. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on n'entend jamais. Non. Et donc, on le dit pas parce que c'est vulgaire. Mais moi, j'en ai dit dans mon livre... C'est vulgaire en France. Oui. Trump, par exemple... Oh, m'en parle pas. Non, mais Trump, par exemple, il n'a aucun problème avec ça. Et il le dit. Enfin, il n'a pas de... Ouais, mais il est con. Après, on... Oui, bien sûr. C'est un jugement sur sa personne. Oui. Mais lui, il n'a pas de problème à le dire, en fait, finalement. Non, il n'a pas de problème à le dire. Et certains estiment que c'est un très bon exemple de quelqu'un qui est franc-parler, qui est ça, etc. Donc, c'est, encore une fois, pour moi, tout peut être dit tant qu'on fait attention à la manière dont on le dit. Voilà. Mais quand il s'agit de parler de la personal win, il y a une étude qui a été faite dans les médias quelques années avant, qui pour moi illustre bien le personal win. Et c'était un cabinet qui a demandé aux Français qu'est-ce que vous regardez à la télé. Okay? Quand on demande aux Français qu'est-ce que vous regardez à la télé, quelle est leur réponse selon vous? Arte. Bien sûr, Arte. Ok. Bien sûr, c'est Arte parce que la France c'est le pays de la philosophie, de Voltaire, Je regarde Arte tous les soirs même. Mais bien sûr, ok.
Mais ce qu'on n'a pas dit à ces gens auxquels on a posé la question, c'est qu'on avait les datas. Et qu'est-ce que les datas disent? Qui regarde pas Arte. Qui regarde pas Arte. Qui regarde TF1. Exact, ok. Est-ce que c'est mal de regarder TF1? Non, d'accord. Mais est-ce qu'on est fier de dire qu'on regarde TF1? Peut-être pas. Donc c'est la même chose avec la personal win. Moi j'ai écrit un bouquin, évidemment, parce que version Arte, qui est en quelque sorte vrai, parce que j'en suis sûre que même qui regarde Secret Story en cachette, ça vous arrive de regarder Arte. Okay? Donc moi, quand les gens me demandent, la raison pour laquelle j'ai écrit mon bouquin, c'est parce que réellement, je sais le pouvoir de l'entrepreneuriat et de oser plus, ça peut aider tout le monde. Mais version TF1, c'est que si mon bouquin vend 150 000 copies, mon agence va être connue, et je peux payer plus de bonus à la fin de l'année. Voilà, mon invité est Annabelle Roberts qui vient de publier La théorie de la veste aux éditions Flammarion. Vous aidez beaucoup de gens à avoir plus de confiance en eux, à prendre la parole en public. Vous formez également, vous le dites moins, mais gratuitement, des demandeurs d'emploi. Pourquoi faire? Parce que je suis athée, mais en cas où j'ai tort, j'ai quand même envie quelques billets pour me défendre. Hein. Et non, je dis ça, mais en fait, c'est pour moi, un des raisons pour moi que les Français, ils ont une relation étrange, je le considère étrange, avec la réussite et l'argent, et ceux qui ont de l'argent et ceux qui ont réussi, c'est parce que ceux qui ont de l'argent et ceux qui ont réussi, ils ne partagent pas assez cette richesse. Et la réussite, pour moi, elle est tellement plus douce et tellement plus agréable quand vous le partagez. Et figurez-vous que c'est comme de l'énergie ou du bonheur. Paradoxalement, plus que vous en partagez, plus que vous en avez. Et donc, nous, quand on a commencé à voir des petits réussis, notre cabinet gagne bien sa vie, on peut payer des bonus à tout le monde. On s'est dit, avec mon associé Alexandra, il y a 6 ans, on était quand même smicard. Et on passe de ça à être capable de s'acheter des jolis biens pour nos familles, etc. Donc, on s'est dit que... Et vous avez acheté votre maison au Vésinet? Pas tout à fait au Vésinet, mais pas très loin. Et avec jardin et tout. Et ça m'apporte tellement de bonheur. Et c'est du bonheur que je souhaite à tout le monde. Donc, on s'est dit, tout ce qu'on a appris, on a appris sur le terrain, on a appris en lisant des bouquins. On veut partager ça. Et donc, on partage ça à travers de plusieurs façons. Donc, avec Certifié Sympa, on donne des formations gratuites dans le service client pour aider des chômeurs à retrouver le travail en disant « j'ai la label Certifié Sympa », ce qui va dire que je me suis engagée de toujours donner une très bon service client. On fait ça chez Present Perfect avec Queens of Business. Alors Present Perfect, c'est le nom de votre entreprise, de votre boîte. Il s'appelle Present Perfect. Et on fait ça avec eux le soir avec des programmes qui s'appellent Queens of Business. Donc Queens of Business, c'est des soirées où on enseigne des savoir-faire dans l'entrepreneuriat gratuits. Que ça soit comment prospecter des clients, comment gérer un entonnoir de vente, comment pitcher sa solution, comment lever des fonds, comment trouver un investisseur pour votre projet, comment créer un site web, comment faire toutes ces choses-là, que si on est capable de le faire, on peut avoir un business, on peut gagner notre vie. C'est génial ça. Comment on fait pour être éligible justement à ce label Certifié Sympa? Certifié Sympa, il faut juste nous suivre sur Facebook. Pour assister à des soirées Queens of Business, il faut juste nous suivre sur Instagram où on annonce toutes nos soirées Queens of Business. Bien, alors vous observez les Français, vous parliez du rapport que les Français ont avec l'argent, avec l'ambition, et vous dites qu'ils préfèrent au final, autour de la machine à café, parler de quoi? Je ne me souviens plus exactement ce que j'ai écrit autour de la... Les Français préfèrent se raconter des blagues paillardes autour de la machine à café parce que ça fait rire tout le monde plutôt que de parler d'augmentation, d'argent, de vrais sujets qui les concernent et en tout cas de sujets qui concernent l'argent. Alors, c'est juste une petite observation que j'ai pu faire, avoir vécu au Canada et maintenant en France, c'est que les blagues autour de la machine à café, les choses qui sont tabous sont inversées. C'est-à-dire qu'au Canada, tout le monde va parler de fric. Mon père, si un jour il vous rencontre, etc., et il vous raconte, on est chez vous, okay, il va dire « Oh Philippe, plaisir de faire votre connaissance, vous avez une belle baraque, hein, ça vous a coûté combien ?»
Ouais, alors en France, c'est même pas en rêve. Non, ça, c'est le troisième question qu'il vous pose. Voilà. Ah, mais c'est chouette, vous avez un bateau. Mais c'est comme ça qu'il se fait la conversation. Mais ceci dit, un blague sur le sexe ou quelque chose, jamais, jamais, jamais. TMI. TMI, comme on dit. Too much information. TMI, way too much information. Exactement. Ouais. Et l'inverse, je trouve que l'inverse est vrai ici en France. C'est-à-dire que, ça nous arrive de lâcher une petite blague sexiste ou une petite blague raciste ou un petit blague sur le sexe, etc. Mais on demande à quelqu'un, attendez, votre bonus était combien cette année ? Il y a une espèce de malaise, genre la température baisse. Ok. Et moi, et j'en parle dans le livre, l'argent n'est pas sale. Ok. L'ambition n'est pas sale. L'ambition n'est pas sale. Imaginez un monde où Barack Obama n'avait pas d'ambition. Imaginez un monde où Marie Curie n'avait pas d'ambition. Ok. Donc l'ambition, c'est noble. Et c'est quelque chose qu'on devrait cultiver dans nos équipes et cultiver chez nous et cultiver chez nos enfants. Après, ce qu'on fait avec, c'est ça ce qui peut... C'est ça peut-être ce qui a donné mauvaise ambition à l'ambition. Alors, ce qui peut choquer une Canadienne comme vous, par exemple, c'est une expression comme « elle a des dents qui rayent le parquet ». Je déteste cette expression. Ça m'énerve. J'ai dit pourquoi tous les expressions qui parlent de l'ambition sont des choses horribles, genre ah non mais elle est prête à tout pour arriver, ou elle a les dents longues qui raillent le parquet comme une espèce de monstre. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas attendez, c'est pas réservé qu'aux femmes. En fait, c'est réservé même aux hommes. Bah oui, bien sûr, c'est réservé aux hommes. Il a les dents qui raillent le parquet, il est prêt à tout pour arriver. Exact. C'est pas sexiste en fait. Non, c'est pas sexiste. Ça j'avais compris, oui. Mais comme je suis une femme, j'invoque beaucoup elle. Mais non, mais je sais que ça applique à tout le monde et je trouve ça tellement dommage. Parce que l'ambition, ça crée de l'emploi. Vous le dites dans le livre, je ne sais pas si vous le pensez vraiment, vous trouvez que les Français, au fond, ne sont pas très sympas? Moi, je trouve que les Français, ils sont un autre type de sympa de ce que j'ai vécu au Canada. Parce que nous, on trouve que justement, les Américains, ils sont faussement sympas. Oui, je sais. Ils sont trop démonstratifs. Oui. Et nous, ça nous gêne parce qu'on n'a pas notre espace vital dans cette... Oui, bien sûr. Et je comprends. Et d'ailleurs, je l'ai expliqué dans le bouquin à travers d'une étude géniale que je cite souvent, l'étude des noix de coco et des pêches. Okay? Et donc, pour moi, les Français sont des noix de coco. Ça veut dire qu'au premier abord, toc-toc, c'est dur, c'est pas très doux, ok? Mais quand vous êtes dans le noix, vous avez accès aux fruits, ça y est, vous êtes dedans. Vous êtes un vrai ami. Okay? Donc, un Français, par exemple, qui est d'accord de vous aider, de vous dépanner, de vous déposer à l'aéroport, etc. C'est un vrai ami. Ouais. C'est pas du fake, c'est un vrai ami qui va être votre ami pendant un long moment. Et au Canada, on est des pêches. Ça veut dire que vous avez accès aux fruits tout de suite. Okay? Vous êtes au Canada, vous croisez quelqu'un, vous trouve sympa et tout, il va vous dire mais je fais un barbecue ce soir, ça vous dit de venir? Oui. Et il va avoir des barbecues avec ses amis d'enfance et des gens comme vous qui viennent de rencontrer il y a 5 minutes. En plus, il va vous prendre dans les bras, il va vous faire un hug, c'est un peu... C'est ça, il va vous faire un hug. Ouais. Il faut s'habituer. Hein. C'est vraiment au début. Après vous, des Français, vous faites des bisous. Hein. Je ne sais pas ce qui est... Pas tout de suite, de moins en moins d'ailleurs. Ah bon? Ouais. Vous allez... C'est vrai que c'est de moins en moins. C'est de moins en moins. Avant, c'était systématique le bisou. Ouais. Maintenant... Il y a peut-être plus de distance. Oui. Moi, je suis d'accord. Mais après, qu'est-ce qui est mieux? Je dis, est-ce que c'est mieux au premier abord d'avoir le noix de coco et vous savez que je vais avoir à faire un truc dur qui n'est pas doux à toucher, mais si j'arrive à passer, ok, c'est bon. Ouais. Ou d'avoir la pêche tout de suite. C'est quoi la réponse? Pour moi, la réponse, c'est de comprendre les deux. Voilà, il suffit juste de comprendre que les gens fonctionnent peut-être pas de la même façon. Exact. Et après, ce qu'on rencontre, c'est que finalement, ce qu'on retrouve dans le noix dur, c'est-à-dire que vos vrais amis sur lesquels vous comptez quand vous avez un coup dur, au Canada et en France, cette nombre, elle est le même, en fait. Cette nombre, elle est le même. Donc, dans ce cas-là, j'ai envie de changer ma réponse et dire carrément des pêches. Parce que ça fait quand même, on s'épargne beaucoup de négativité, beaucoup de doutes pour arriver au même résultat. Donc vous êtes plutôt pour la version anglo-saxonne, en tout cas américaine et canadienne. Légèrement. Du sympa au premier abord. Oui. Parce que why not?
parce que why not? Et parce que à choisir entre un sympa synthétique et le bistrot parisien avec le garçon qui m'ignore et quand enfin je peux avoir mon café, il me regarde comme il me rend service, genre j'ai la chance qu'il me sert ce café, je pense que je vais choisir, même si c'est synthétique, la sympathie. C'est vrai que ça a changé, ça. Beaucoup de touristes se plaignent de ça, de cet accueil à la française, qui peut être devenu un peu rude. Même très rude. Ouais. Même très très rude. J'ai pas lancé Certifié Sympa pour rien. C'est parce que je me heurte à cette manque de sympathie que nous puissions avoir. Et vous savez ce qui est paradoxal, c'est que quand on est au restaurant et on a fait cette expérimentation avec Certifié Sympa et on demande aux garçons, même si vous n'avez pas envie, pendant 1 heure, vous êtes obligé de sourire et être tellement sympa que ça vous gêne, même si c'est du fake. Okay? Et avec l'autre groupe, du contrôle, je dis, faites comme l'habitude. Okay? Le minimum syndical, allez-y. Et à la fin, en théorie, le garçon qui a fait plus de travail, entre guillemets, parce qu'il a dû sourire plus, dire merci, donner la monnaie avec le sourire. Qui a dit, entre les deux groupes, qu'ils ont le plus apprécié l'expérimentation? À votre avis? Celui qui s'est forcé. Exact. Ok. Donc c'est la preuve qu'en faisant, on devient. C'est la preuve que le cerveau ne connaît pas la différence entre un vrai sourire et un faux sourire, et le corps peut influencer l'esprit. Voilà, une méthode facile à utiliser et à appliquer. Il y a 3 points, vous allez voir. On parle de la théorie de la veste. Aujourd'hui, c'est une méthode qui a été imaginée, inventée par Annabelle Roberts, qui est avec nous. Vous êtes là pour parler de ce livre qui sort aux éditions Flammarion. Alors, vous dédiez ce livre à Christine Lagarde, qui est une femme que vous admirez, mais pourquoi est-ce que vous l'admirez ? Alors, le livre n'est pas dédié à Christine Lagarde, parce que ça sera beaucoup quand même de dédier ce livre à ces personnes que j'ai rencontrées juste 30 secondes dans ma vie. Mais je l'admire tellement parce que je trouve qu'elle arrive à incarner ses valeurs et ses morales dans la discrétion, dans une force tranquille, toujours dans un goût absolument parfaite et qu'elle arrive à imposer son leadership sans jamais qu'on sent qu'elle impose. Et à quelqu'un qui a un petit côté bulldozer parfois, c'est une qualité que j'admire beaucoup. Et parce qu'elle ose aussi. Elle ose, voilà. Exactement. Donc la théorie de la veste, c'est dédié à tous ceux qui ont des difficultés aussi à passer à l'acte et à oser. Exact, parce qu'on a peur du rejet et figurez-vous que le cerveau, il perçoit un peur de rejet de la même manière qu'il va percevoir un peur de danger. Et en fait, c'est un peur irrationnel que le cerveau nous dit et qu'on sent physiquement comme un danger réel. À tel point que si vous prenez un Doliprane avant que vous savez que vous allez être potentiellement rejeté, la douleur du rejet va être moins sentie grâce au Doliprane que vous avez pris. Vous vous rendez compte ? C'est pour ça que vous dites que finalement, quand on sait qu'on va perdre, il faut prendre une copine ou un copain de la loose. Voilà, la copine de la loose est extrêmement important, le copain de la loose est extrêmement important. Parce que quand vous avez fixé votre quota de veste, qui est la première chose qu'il faut faire pour pratiquer la théorie de la veste, vous savez comment faire des bonnes tentatives de veste, etc. Après, vous allez être beaucoup rejeté. Ce qui est bon d'un côté, parce que vous remplissez votre quota, qui est la définition de la performance, donc vous êtes très performant. Mais à côté, ça fait quand même mal de prendre autant de portes, ça peut piquer quand même. Et c'est pour ça qu'il faut appeler à sa copine de la loose. Donc, la copain ou la copine de la loose a comme devoir de toujours vous féliciter pour vos looses. Toujours vous dire, donc par exemple, imaginez qui sera l'auteur de vos rêves, Philippe, que vous avez envie d'avoir en plateau ici, par exemple. Qui c'est à moi ? Qui je vais avoir en vrai ? Ah bah, Oprah Winfrey déjà en 1. Ok, très bon. Donc vous, votre... En 2, Edward Norton. Waouh, ok, voilà. Cool. J'en ai d'autres si vous voulez. Oui. Non, mais Oprah, ça c'est une très très belle tentative de veste. Et donc vous allez sur Instagram, 3 ans de boulot. Ouais. Ce que j'ai compris, c'est aussi 3 ans de veste. Donc imaginez qu'à ce moment-là, j'étais votre copine de la loose.
ok? Et vous êtes un petit peu au bout de votre loose là. Vous avez tout fait, vous avez eu le chef de cabinet d'Oprah Winfrey, passé par son cuisinier personnel. Et donc si je suis votre copine de la loose, et Gayle King, elle dit, non mais c'est qui ce Français barbu là? Et après, imagine qu'elle vous envoie boulet, ok? Et vous appelez votre copine de la loose, moi je vais faire 2 choses. La première chose, c'est que je vais vous dire, Philippe, ça c'est quand même la loose de compète. Ok, Vous êtes très fort. Vous imaginez tous les gens qui n'osent même pas faire ce que vous avez fait. Bon, j'imagine que si on est copains, on se tutoie. Qui fait même pas des trucs que tu fais, mais t'es vraiment trop fort et tout. Et déjà, on se sent mieux. Ok, donc déjà, on est reconforté. On dit, mais c'est vrai que j'ai osé. C'est vrai que j'ai essayé. Et plein de gens, ils essayent même pas. Deuxième chose que je vais faire avec vous, je vais dire, ok Philippe, maintenant, on n'a pas envie d'être des losers jusqu'à la fin de notre life. Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans ce veste? Qu'est-ce qu'on a appris? Pourquoi c'était un non? C'était une tentative de veste, donc on savait que ça sera un non. Mais si on a envie de faire une autre tentative de veste, qu'est-ce qu'on a appris de cette loose pour être mieux? Et donc là, vous allez me dire, je sais pas, j'ai parlé de périph, peut-être elle ne sait pas ce que c'est quand même très parisien et tout. J'ai voilà. Donc la prochaine fois, peut-être elle a un image de Paris dans sa tête, on va parler de la Tour Eiffel. Hein? Ah ouais, c'est bon, ok. En fait, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est qu'il faut que la loose, elle soit utile. Il faut que la loose soit utile. Voilà, c'est ça. Et que finalement, on puisse transformer cette loose d'une certaine façon en succès à un moment donné. C'est pas qu'il faut le transformer en succès, non. Mais elle va transformer. En fait. D'accord. Ok, donc vous ne pouvez pas planter 150 graines et aucun va germer, c'est pas possible. Donc ce qu'on se rend compte, c'est que tout au début, des gens qui pratiquent la théorie de la veste pour la première fois, et là je suis en train de vivre un moment très chouette de ma carrière parce que juste après le lancement de bouquin, je suis en train de recevoir des mails des gens qui ont lu, qui ont fait leur première tentative de veste. Et c'est tellement... ça m'encourage tellement, des gens qui disent mais j'ai demandé une promotion et je l'ai eu, j'ai demandé une augmentation et je l'ai eu. Mais au début, quand on pratique la théorie de la veste, comme on a tellement peur de rejet et on l'évite à tout prix, on se rend compte qu'à peu près la moitié, donc vous êtes sûr, sera une veste, est en fait une opportunité. Hein. Et après, quand on est plus adepte à pratiquer la théorie de la veste et nos tentatives de veste sont un petit peu plus pointues, etc., ça descend à peu près à 30. Voilà, vous dites que c'est le chiffre idéal. C'est le chiffre magique. Il faut qu'on arrive au chiffre 30. 30% de veste. C'est ça. Ça veut dire que vous osez assez, ok, mais que vous n'êtes pas lourd. 30% de ce côté sûr sera un rejet est en fait une opportunité. Alors après, vous pratiquez, vous avez une thérapie, c'est le yoga du rire. Oui. C'est très sérieux, hein, c'est sérieux. C'est pas du tout une blague. Hein. Si, c'est un peu, c'est ridicule, mais c'est pas une blague parce que le yoga du rire, c'est rire sans raison. Pourquoi? Parce que, excusez-moi. Vous avez un gros tigre dans la gorge. Non, il est parti. Bon. Donc, la troisième chose qu'il faut faire pour pratiquer la théorie de la veste, parce qu'on s'est rendu compte avec des nouveaux employés qui arrivaient dans la société, qui disent non mais attendez, comment ça il faut loser exprès, mais c'est complètement con, c'est quoi cette stage, pourquoi vous me dites de faire ça? Il faut donner un moyen aux gens de pratiquer ce malaise que nous avons par rapport à la peur du ridicule, la peur du honte, etc., dans un contexte safe et bienveillant. Et donc, on cherche, quand je dis nous, j'ai dit mon équipe, nous, chez Present Perfect, on cherche tout moyen où nous puissions être ridicules dans un cadre. D'accord? Par exemple, on avait le plan cette année de prendre le métro en slip. Donc, si vous prenez le métro en slip, vous êtes un pervers. Okay. Si vous prenez le métro en slip le jour de métro en slip, vous êtes drôle, vous êtes dans le journal, vous êtes quelqu'un qui ose, qui se prend pas trop au sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil pour le yoga du rire. Si imaginez qu'on prend l'ascenseur pour arriver ici en plateau ensemble et je tape un fou rire pour aucune raison, vous allez dire ouais, elle est bizarre, ça va être sympa cette interview. Ok? Mais si je vous dis on va pratiquer le yoga du rire et je vous fais ok, vous dites oui, elle est toujours bizarre, mais je comprends. Okay? Et donc, ne pas avoir peur. Donc, c'est ce qu'on appelle un moment embarrassant, mais c'est le principe en fait. Oui, c'est le principe. Il faut s'auto-embarrasser. Il faut s'auto-embarrasser. C'est ça. Pourquoi? On est ridicule sciemment.
Exact. Il faut s'auto-embarrasser. Pourquoi? Parce que cette honte, cet embarras dont vous avez si peur pour demander une augmentation, pour demander Anne-Sophie de la Compta de boire un verre avec vous, pour demander... Ça dépend pourquoi on veut boire un verre avec Anne-Sophie de la Compta. Si c'est pour avoir une avance ou... vous buvez un verre avec elle, vos motivations sont vos motivations. Hein. Mais on a tellement peur de ce sentiment qui va venir nous envahir en disant « je suis stupide, je suis ridicule, je suis rien, machin ». Et donc, c'est logique qu'il faut générer cette sensation quand on est dans un cadre bienveillant pour devenir confortable avec. Donc, moi, ça m'arrive de sentir ridicule, ça m'arrive de sentir stupide. Mais c'est un sentiment que je connais tellement bien que je sais comment être performant dans ce sentiment. D'accord. Il y a des chants, il y a plein de choses. Hein, oui, il y a plein de chants. Si vous voulez en faire, on en fait. Allez-y. Mais on fait ensemble. On fait ensemble. OK? Suivez-moi. Le chant de la loose. La chant de la loose. Bon, c'est comme ça. Vous êtes prêts? Oui. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Very good, very good. Ah non, ça se peut pas. Ça, c'est trop la loose. Very good. Yay! Bravo. Bon, voilà. Vous faites ça, quand vous faites des stages où tout le monde le fait. Hein. Oui. Des gens super sérieux, des gens à la Banque de France. Des gens du CAC 40. Et après, ils se regardent, ils regardent leurs collègues un peu genre, très bien, on a fait Bac+7 pour ça. Mais c'est Eleanor Roosevelt qui a dit que personne peut vous faire sentir ridicule tant que vous ne donnez pas votre consentement. Et en fait, femme très puissante, Eleanor Roosevelt. On ne dit jamais assez tout ce qu'on lui doit. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, si on se auto-impose cet sentiment, c'est très dur pour quelqu'un d'autre de l'utiliser comme arme contre vous. J'ai eu une journaliste récemment qui m'a dit mais attendez madame, vous travaillez dans la communication, vous êtes capable d'utiliser l'humour pour pratiquer la théorie de la veste. En quelque sorte, vous vous protégez en fait avec le ridicule. Et je lui ai répondu non madame, je me baigne dedans en fait. Je vais vous faire une réponse très française. Allez-y. C'est très anglo-saxon ce que vous faites. En France, ça ne fonctionne pas comme ça. Ah, j'adore quand les gens me disent ça. Et vous savez ce que je réponds? Ne le fais pas alors. Ne le fais pas. J'ai dit, tentez votre chance à une promotion, ne le fais pas. Les Français sont très comme ça. Ils disent, non mais chez nous, c'est pas comme ça que ça marche. Cool, continuez. Ça, c'est un truc pour les Américains, là. Très bien. Faites ce que vous avez toujours fait et vous aurez ce que vous avez toujours eu. On parle de votre plus grosse veste avec M6. L'émission s'appelle Shark Tank. Concept américain que la chaîne M6 veut adapter. Et vous voulez être sur le projet. Donc, il y a à peu près un an, j'ai su que cette émission allait venir en France. Et la prémisse de l'émission, c'est que des entrepreneurs pitchent des potentiels investisseurs. Et qui dit pitch, dit mon métier, la prise de parole en public. Donc, en étant que grande fan de cette émission déjà, et en étant experte de la prise de parole en public et du pitch, je me suis dit... c'est pour moi cette mission. Je le kiffe trop. J'ai trop envie de le faire. Et j'ai discuté avec les gens qui produisaient l'émission et de manière extrêmement polie et professionnelle, ils m'ont dit nous allons faire autrement. Et ça, c'était dur. Mais vous leur avez envoyé un projet, vous avez filmé des... Ouais, c'était dur. Et il y a des vestes qui sont plus dures que d'autres. Et là, j'ai dit, OK, tentative de veste. Donc, dans 3 heures, j'ai dit, bon, c'est des moments où c'est sympa d'avoir une agence de communication au bout des doigts. Et j'ai dit, tout le monde, on s'arrête, on va tourner un film, on va tourner la version Present Perfect de Shark Tank sur notre téléphone avec le jury, pour leur expliquer pourquoi il fallait faire et tout. Et on l'envoie. Et je vois que c'est élu. Et silence radio. Donc là, j'ai compris que c'était veste, vraiment une belle grosse veste. Mais c'est là où j'étais contente d'avoir ma famille de la loose. Parce que on a appris de cette loose, on a célébré cette loose, et ça nous a motivés et nous a donné des idées à tel point que on a pitché un concept télé nous-mêmes à une autre société de production et ils ont accepté. So far so good. So far so good. Quelle est votre devise? Oh, j'en ai plein. Prêt-visé. Prêt-visé. Il n'y a que la mort qui est finale, en fait. Donc, si je dis non, mais je peux pas demander, je peux pas demander un promotion parce que s'il me dit non,
bah so what? Si vous dites non, c'est ok. La honte ne tue pas, le non, ça ne tue pas. Et aussi, l'autre chose aussi, c'est que quand vous mettez des choses en action, vous êtes obligé d'y aller. Ok? Je vous donne un exemple. Vous qui veut recevoir Oprah Winfrey en plateau ici. Moi qui vais recevoir. Oui, pardon, vais. Pas veux. Non, vais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? C'est pour le montrer à la caméra. Non. On fait de la radio, vous n'êtes pas obligé de le dire. Oui, très bien. Donc moi. Donc, pardon, le boulet. La fille, elle fait la théorie de la veste et alors elle est bac -20 en compréhension. Okay. Bon, moi qui veux recevoir Oprah Winfrey, oui. Et vous avez très envie, c'est votre ambition et tout, ok? Faites quelque chose que vous ne pouvez pas retirer, ça veut dire envoyer un collier par la poste, ok? Pouf, c'est envoyé, vous ne pouvez rien faire après. Okay? Ah oui, c'est mort. C'est mort. Si vous répond, que ça ne répond pas, vous envoyez un petit colis avec des petites tours Eiffel là-dedans, différentes choses, ok? Ça veut dire que c'est fait, vous avez tiré. Et après, si elle vous répond, ok, on va viser, on va savoir quoi faire. Bon, alors la théorie de la veste, ça vient de sortir chez Flammarion. Vous envoyez l'émission sur YouTube, vous réécoutez le podcast sur beurrefm.net. Merci d'avoir été avec nous. Si la vidéo fait 100 000, vous avez le 06 de Christine Lagarde. Des 06. Non, mais il ne faut pas me dire ça. Parce que je l'ai Mais 100 000, à 100 000. Non, mais ça me stresse. Je dis à 300, vous avez la piscine. Mais vous me stressez. Non, mais je sais, c'est comme ça. La vie est une boîte de Smarties. La vie est une boîte de Smarties. Comme vous le savez. Voilà. Quelle que soit la couleur, ils ont le même goût. Yes, it's true. Bravo. Merci de ce bon moment. Merci à vous, Philippe. C'était un vrai plaisir. Vraiment. À bientôt. À bientôt.